Ma vie d'avocat de la défense a toujours été guidée par la logique, le froid calcul des lois et la quête implacable de la justice. Je me suis toujours enorgueilli de ma capacité à rester émotionnellement distant des dossiers, à ne voir que les faits, les preuves, les lacunes. Mais tout cela a changé le jour où elle est entrée dans mon bureau, n'étant qu'une aura de mystère et de désespoir. Ses yeux, même embués de larmes, avaient un éclat qui m'a immédiatement captivé, un éclat qui promettait un univers de complexité et de passion. Elle a été accusée d'un crime passionnel, les médias la dépeignant comme une figure froide et calculatrice, mais je voyais autre chose dans ses gestes, dans sa façon de parler. Il y avait une fragilité déguisée, une douleur profonde qu'elle essayait de cacher sous un masque de résilience. Alors qu'elle racontait les événements, je ressentais une étrange connexion, quelque chose qui allait au-delà de la relation avocat-client. C'était comme si, d'une certaine manière, je la connaissais déjà, ou était destiné à la connaître. Contre toutes mes règles et mes principes, j'ai commencé à la croire. Ce n'était pas une croyance basée sur des preuves irréfutables, mais sur une intuition puissante, un sentiment qui me disait qu'elle était innocente. Je savais que c'était dangereux, que mélanger émotion et travail pouvait me coûter ma carrière, mais je ne pouvais pas l'éviter. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque larme qui coulait sur son visage, ne faisait que solidifier ma conviction. Je me perdais, et je le savais. L'affaire est devenue mon obsession. J'ai passé des nuits blanches à étudier chaque détail, chaque témoignage, cherchant le moindre indice qui pourrait prouver son innocence. Ma routine a été bouleversée, et mes amis et collègues ont remarqué le changement en moi, l'intensité avec laquelle j'abordais cette affaire en particulier. Ils m'avertissaient, me disaient de faire attention, mais leurs paroles ne m'atteignaient pas. J'étais dans une bulle où seule elle et l'affaire importaient. J'ai utilisé toutes mes compétences, toutes mes connaissances juridiques, pour la défendre. Chaque argument, chaque interrogation au tribunal, était fait avec une passion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de gagner une affaire, il s'agissait de libérer quelqu'un que j'aimais déjà, d'une certaine manière. Le risque de détruire ma réputation était réel, mais j'étais prêt à en payer le prix, à tout risquer, pour avoir la chance de la voir libre. Elle était ma cause perdue, et je me battrais jusqu'au bout. La tension au tribunal était palpable le jour du verdict. Chaque seconde semblait une éternité, et mon cœur battait à tout rompre, non pas par l'anxiété du résultat professionnel, mais pour son destin. Je la regardais, et elle me regardait en retour, et à ce moment-là, j'ai senti un lien qui transcendait toutes les barrières. Quand le mot « innocente » a résonné dans la salle, un mélange de soulagement et d'une étrange euphorie m'a envahi. Justice avait été rendue, et moi, d'une certaine manière, j'en avais été l'instrument. La foule s'est dispersée, et la frénésie médiatique a commencé à s'estomper. Je l'ai trouvée dans une salle réservée, ses yeux encore embués de larmes, mais maintenant de gratitude. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte qui m'a coupé le souffle et a murmuré un « merci » qui semblait porter le poids de 1000 mots non dits. C'est là, à cet instant, que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'étais complètement et irrémédiablement amoureux d'elle, la femme que j'avais défendue de toutes mes forces. Cette nuit-là, après que toute la poussière fut retombée, nous étions ensemble dans un lieu qui devint notre refuge. L'ambiance était intime, la lumière tamisée, et l'atmosphère était lourde de ce qui semblait être le calme après la tempête. Nous parlions de l'affaire, de l'avenir, et dans un moment de vulnérabilité, elle me regarda profondément dans les yeux, avec une expression que je n'oublierai jamais. Mon cœur battait fort, anticipant quelque chose que je ne savais définir. C'est alors qu'elle avoua, la voix brisée et un regard empreint de remords, mais aussi d'une étrange détermination. Elle me dit qu'elle était coupable, qu'elle avait commis le crime dont elle était accusée. Et, plus que cela, qu'elle m'avait séduit, manipulé, pour garantir sa liberté. Le monde s'est effondré autour de moi. La vérité, cruelle et cinglante, m'a frappé comme un éclair. L'avocat rationnel en moi criait de désespoir, mais l'homme amoureux était en silence. J'aurais dû être furieux, dévasté par la trahison. Mon intellect criait que j'avais été un fou, un pion dans son jeu. Mais, étrangement, je n'ai pas ressenti de colère. La douleur était immense, oui, mais la passion que je ressentais pour elle était si écrasante qu'elle éclipsait toute logique. Je l'ai regardée, et même avec la confession choquante, tout ce que je pouvais voir était la femme que j'aimais, la femme que j'avais sauvée des griffes de la loi. Je ne me souciais plus du fait. Mon amour était une maladie incurable. Notre relation est devenue une spirale d'intensité, une flamme qui brûlait sans contrôle, consumant tout autour. Moi, l'avocat qui vivait auparavant de règles et de protocoles, je me suis retrouvé complètement immergé dans un amour qui défiait la raison. Chaque toucher, chaque baiser,
était chargé d'une électricité dangereuse, un mélange de passion dévorante et la conscience que, peut-être, je construisais mon propre château de sable. Mais je m'en moquais, je ne pouvais tout simplement pas m'en soucier. Elle était imprévisible, un ouragan d'émotions, et moi, un bateau à la dérive, je me laissais emporter. Il y avait des moments d'un bonheur si pur qu'il en devenait douloureux, et d'autres d'une possessivité qui m'étouffait, mais que j'acceptais, bêtement, comme faisant partie du tout. J'essayais d'ignorer les regards désapprobateurs de mes collègues, les questions voilées sur ma santé mentale. Pour moi, le monde extérieur avait perdu son sens, il ne restait que notre petit univers particulier. Nos discussions étaient animées, pleines de jalousie et de passion. Elle avait un tempérament fort, et moi, qui étais auparavant inébranlable, je me voyais céder à chacun de ses désirs, à chacune de ses demandes. C'était un cycle vicieux de disputes et de réconciliations, où l'intensité de nos sentiments ne faisait qu'augmenter. J'étais accro à ces montagnes russes émotionnelles, et, même si je savais que c'était insoutenable, je ne pouvais ni ne voulais en sortir. J'avais abandonné une partie de moi, le professionnel méticuleux et rationnel, pour me livrer à cet amour. Mes dossiers étaient passés au second plan, mon énergie concentrée sur elle, sur nous. Je me sentais épuisé, mais en même temps vivant, d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. C'était comme si la vie avait acquis des couleurs que je n'avais jamais perçues auparavant, même si ces couleurs s'accompagnaient d'un danger imminent, une ombre que je préférais ignorer. Mes pensées étaient dominées par elle. Je me réveillais et m'endormais en pensant à son sourire, à son toucher, à chaque détail de son être. Je savais que j'étais aveugle, que la passion avait obscurci mon jugement, mais je m'en moquais. Je vivais une réalité parallèle, où sa confession de culpabilité n'était qu'un détail insignifiant devant la grandeur de mon amour. J'étais l'avocat qui est tombé amoureux de sa cliente et s'est perdu en elle, corps et âme. La routine de la passion intense nous consumait, mais la vie professionnelle, malgré tous mes efforts pour l'ignorer, insistait à frapper à la porte. Mon téléphone, qui était autrefois une extension de moi-même, était maintenant une distraction indésirable de nos moments ensemble. Elle, ma petite amie, semblait remarquer le changement, la façon dont j'esquivais les appels qui ne venaient pas d'elle, et une ombre de méfiance commençait à planer sur notre relation. La jalousie était une mauvaise herbe qui poussait silencieusement. J'essayais d'équilibrer la passion avec les responsabilités, mais c'était une bataille perdue. Ma concentration au travail diminuait, et mes collègues remarquaient mon absence mentale, mon attention détournée. Elle, à son tour, devenait de plus en plus possessive, voulant chaque minute de mon temps, chaque parcelle de mon attention. Je me sentais pris dans une toile que j'avais moi-même tissée, un enchevêtrement d'amour et d'obligation. C'est une nuit, au petit matin, alors que nous dormions d'un sommeil profond, que le son strident de mon portable nous a réveillés. La lueur de l'écran a illuminé la chambre sombre, et l'urgence de l'appel m'a fait asseoir sur le lit. Je l'ai regardée, elle était déjà réveillée, ses yeux fixés sur moi, une expression d'irritation et de curiosité sur le visage. Je savais que cet appel changerait le cours de la nuit, et peut-être, celui de nos vies. C'était un client, désespéré de mes services. La voix à l'autre bout du fil était rapide, confuse, et je pouvais à peine comprendre la situation, mais l'urgence était indéniable. J'ai senti un frisson, un pressentiment que quelque chose n'allait pas, mais l'adrénaline de la profession m'a poussé à prendre le téléphone. Je lui ai demandé de se calmer, pendant que j'essayais de déchiffrer le fouillis de mots qu'il me lançait. Pendant que je parlais, ma petite amie s'est levée du lit, ses mouvements lents et calculés. Ses yeux, d'abord curieux, étaient maintenant opaques, pris d'une rage silencieuse. Elle n'a pas dit un mot, mais l'énergie dans la pièce a changé, est devenue dense, lourde. J'ai essayé de me concentrer sur l'appel, sur le client qui avait besoin de moi, mais une partie de moi savait déjà ce qui allait arriver. Sa jalousie, une force que j'avais sous-estimée, était sur le point d'exploser. La voix de mon client, qui était auparavant une priorité, commença à se mêler au son de mon propre cœur qui battait à tout rompre. J'essayais de le calmer, promettant que je m'occuperais de tout, mais mon attention était divisée. Ma petite amie, debout près du lit, ressemblait à une statue, mais ses yeux brûlaient d'une intensité effrayante. Je savais qu'elle interprétait mal la situation, que la jalousie l'aveuglait, mais je n'ai pas pu réagir à temps. Elle a pris le couteau. Je ne sais pas d'où elle l'a sorti, peut-être était-il là, oublié de la veille, peut-être l'avait-elle pris à un moment donné pendant que j'étais distrait par l'appel. L'éclat du métal dans la pièce sombre fut le premier avertissement, un éclair glacial qui perça le brouillard de ma passion. Le mouvement fut rapide, presque imperceptible, mais la signification, terrifiante, commença à se former dans mon esprit. Mon esprit d'avocat, entraîné à prévoir des scénarios et des conséquences,
à essayer de traiter ce qui se passait. Je voulais crier, je voulais bouger, mais mon corps semblait gelé par la terreur. Les mots de mon client résonnaient encore au téléphone, mais semblaient maintenant distants, irréels. Le monde se refermait, et j'étais au centre d'un ouragan que j'avais, sans le vouloir, provoqué. Elle n'a pas dit un mot. Il n'y a pas eu de cri, pas de menace. Juste un regard que je n'avais jamais vu auparavant, rempli d'une douleur et d'une rage qui m'ont frappé de plein fouet. L'accès passionnel n'a pas été annoncé, ce n'a pas été une explosion bruyante, mais un acte silencieux et brutal. Le couteau, l'objet froid et tranchant, est venu vers moi avec une force que je n'attendais pas, une force mue par l'amour et la jalousie. J'ai ressenti la douleur aiguë, un choc qui m'a coupé le souffle, et le téléphone a glissé de ma main, tombant au sol avec un bruit sourd. Le sang a commencé à se répandre, une tache sombre sur le drap blanc. Je l'ai regardé, et ses yeux, auparavant pleins de fureur, montraient maintenant une horreur glaciale. La réalité s'est imposée, cruelle et définitive. L'avocat qui s'est perdu d'amour a trouvé sa fin aux mains de la femme qui l'aimait tant. Le silence qui a suivi la chute de mon corps a été le plus effrayant de tous. Il n'y avait plus la voix du client au téléphone, ni le son de mon propre cœur, juste le bourdonnement dans mes oreilles et la sensation glaciale du sang qui se répandait. Je l'ai regardée, la femme pour qui j'avais tout risqué, et j'ai vu le désespoir s'emparer de son visage. Ses yeux, auparavant pris par la fureur de la jalousie, reflétaient maintenant une terreur sans fin, la compréhension brutale de son acte. Je n'ai ressenti ni colère, ni regret. Juste une étrange acceptation, comme si l'issue, aussi tragique soit-elle, était prédestinée dès le moment où je l'ai vue pour la première fois. La passion qui me consumait m'avait aveuglé au danger, aux signes. Et maintenant, étendu là, je voyais clairement la toile qui m'avait piégé, une toile d'amour malsain et de possessivité. C'était la fin d'une obsession. Les dernières secondes s'éternisaient, l'obscurité s'épaississant autour de moi. Je voulais dire quelque chose, peut-être un dernier mot d'amour, ou un adieu, mais les mots ne venaient pas. Ma vision est devenue floue, et son image, son visage déformé par l'horreur, a été la dernière chose que mes yeux ont enregistrée. La douleur physique était intense, mais la douleur de la désillusion, d'avoir été trahi par ma propre passion, était infiniment plus grande. L'amour que j'ai ressenti, qui m'a fait déplacer des montagnes et risquer ma carrière, était le même qui me prenait maintenant la vie. Une ironie cruelle, un destin scellé par ma propre cécité. Moi, l'avocat de la raison, le défenseur de la loi, je m'étais livré à une force incontrôlable, à un sentiment qui n'avait pas de sens, et j'en ai payé le prix le plus élevé. L'histoire de l'avocat qui est tombé amoureux de sa cliente et s'est perdu d'amour, s'achevait là, cette nuit-là. Mon corps se refroidissait, et avec lui, la flamme de ma passion s'éteignait. Il n'y aurait plus de défense, ni d'argument. Seulement le vide et le souvenir d'un amour qui fut intense, accablant, mais qui me mena à ma propre perdition. Le cycle se refermait, le drame se terminait, et la seule chose qui restait était la certitude que, parfois, la vérité et la raison sont impuissantes face à la force écrasante d'un amour perdu.